知名的科学家，他都有信仰。西藏的时候，这个是给我一个很大的很佩服的感觉了。我说啊，原来是这么。应该这个没有国籍的，就外国人也。The only thing that made sense in the book was Jen Shenren. Une instruction dans les règles, l'historique d'une progression. Un master en ingénierie informatique, un master, il s'agit d'une licence en physique moderne. Physique moderne. Le bilan du cursus universitaire illustre comment on maîtrise progressivement les connaissances scientifiques et culturelles modernes. L'homme moderne s'appuie souvent sur cette base de connaissances pour établir sa compréhension de la vie, du monde et de l'univers. Combien de masters avez-vous? C'est le deuxième. Au total, 3 masters. Monsieur Lin a commencé ses études aux États-Unis en 1991 et a obtenu ses diplômes de master en physique des hautes énergies, en ingénierie biomédicale et en informatique. Une expérience rare au printemps 1995 l'a incité à jeter un regard sérieux sur la vie. Lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons logé chez une personne âgée, car nous avions peu de ressources financières. Nous nous sommes occupés de lui en échange du logement. Il était très vieux. En le regardant, je pensais parfois à mon propre avenir. J'aurai bientôt 40 ans. Je serai bientôt comme lui. Quel est le but de la vie? Nous sommes nés avec rien. Et après beaucoup d'épreuves, on repart avec rien. La science ne peut répondre à ces questions pour moi. De nombreuses personnes se sont posées les mêmes questions. Le film 5000 ans d'histoire est basé sur les manuels d'histoire des lycées et il a été approuvé par la Commission nationale de l'éducation chinoise. Il commence sa présentation sur l'origine de l'humanité comme ceci. Nos ancêtres, comme ceux des autres nations, ont également réfléchi aux mêmes questions. Les ancêtres chinois ont utilisé des mythes naïfs pour expliquer leur origine. Le récit de nos ancêtres sur l'origine est qualifié de mythe inventé. En revanche, une théorie spéculative et hypothétique du XIXe siècle devient une loi scientifique indiscutable. Pendant longtemps, les gens ont appris en classe que le matérialisme, la théorie de l'évolution et l'athéisme sont la véritable science. Après la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis dans les années 1970, la Chine a commencé à envoyer des étudiants financés par l'État pour étudier aux États-Unis. Depuis lors, des groupes successifs d'étudiants chinois exceptionnels ont étudié et travaillé aux États-Unis, le pays le plus avancé technologiquement. Après être venu à l'étranger, j'ai découvert que de nombreux scientifiques de renom ont la foi. Un de mes colocataires américains était très intelligent. Il a remporté le 2e prix national aux Olympiades de mathématiques au collège. C'était l'un des rares élèves que j'admirais. C'était un chrétien fervent qui s'y connaissait dans beaucoup de domaines spirituels et autres. Mon mentor, le professeur Tsui, un lauréat du prix Nobel, est chrétien. C'est une personne vertueuse qui fait de la recherche ni pour l'argent, ni pour la gloire. Je le respecte beaucoup. Je travaillais au laboratoire Bell avant.
De nombreux scientifiques là-bas croient en Dieu. Ils avaient des cours d'études bibliques pendant les pauses déjeuner. Alors que ces étudiants à l'étranger commençaient à douter de l'athéisme, la jeunesse de la Chine réfléchissait sérieusement au sens de la vie. En 1985, une équipe d'exploration du Bureau géologique national a mené une étude géologique dans une forêt vierge au Tibet. Pendant l'étude, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Il y avait une autre rivière, plus petite, près de la rivière Jinsha, au Tibet. Nous avons creusé une tranchée de 2 mètres de profondeur à travers la rivière pour étudier ses sédiments et sa géologie. On nous a demandé de décrire les caractéristiques de chaque couche et de prendre des échantillons de particules, de sable, de pierres et autres trouvailles. C'était très intéressant. Je me souviens très clairement que nous avons trouvé un objet ressemblant beaucoup à un bouton métallique dans l'une des couches. Nous avons débattu de l'opportunité d'enregistrer cette découverte. Si nous décidions de l'enregistrer, nous n'allions pas pouvoir l'expliquer, car cela avait l'air d'un bouton en métal, un bouton en cuivre. Si nous décidions de ne pas l'enregistrer, nous allions violer nos principes. Nous avons donc décidé de l'enregistrer. Cependant, cet échantillon a finalement été retiré de la collection lorsque nous l'avons rapporté, car personne ne pouvait l'expliquer. Alors que le Tibet était encore sous-développé dans les années 1980, la ville côtière de Guangzhou est devenue la région la plus développée économiquement en Chine grâce aux réformes économiques. Monsieur Liao, qui voyageait fréquemment entre ces 2 régions distinctes, a été témoin de choses encore plus déroutantes que ces recherches scientifiques. Je travaillais au Tibet et je retournais à Guangzhou pour les vacances chaque année. J'étais bouleversé par le contraste entre les 2 régions. Je pensais aux bergers du Tibet, qui étaient si pauvres qu'ils utilisaient nos boîtes de conserve vides comme de précieux bols. Ils étaient pauvres, mais très heureux. Chaque jour, ils chantaient et vivaient dans la paix et la joie. En revanche, certains de mes amis à Guangzhou étaient très riches. Ils avaient toutes sortes d'entreprises, dont certaines étaient grandes et rentables. Ils séjournaient dans des hôtels 5 étoiles, souvent pendant une longue période. Mais ils étaient malheureux. Ils ne savaient pas pourquoi ils vivaient. On nous avait enseigné l'athéisme et que la matière détermine la conscience. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était vraiment la vérité. Pour les sociologues, les années 1980 étaient comme une période d'explosion des connaissances. De nombreux phénomènes étranges et des découvertes ont soudain émergé en Chine, qui s'était isolée du monde pendant 3 décennies. Les mystérieux ovnis, les mystères des anciennes civilisations, les recherches occidentales sur les expériences de mort imminente et l'essor du Qigong en Chine, tout cela a fait réfléchir les gens. Avant, j'aimais lire les magazines de vulgarisation scientifique, comme UFO Research et Science. Je me pose toujours ces questions. Pourquoi sommes-nous des êtres humains? Quel est notre but d'être humain? Où vont les gens après la mort? L'homme a-t-il évolué du singe? Une personne a-t-elle une âme? La vie après la mort existe-t-elle? Dix mille choses du lointain passé défilent devant les yeux comme un nuage de fumée, fascinant le cœur des hommes ordinaires, pour qui existe le ciel et la terre immenses et vastes, déconcertant l'intelligence de tous les êtres.
Monsieur Li Hongzhi a écrit ce poème « Dafa perce le brouillard de l'illusion » le 27 janvier 1995. Un mois plus tard, ce livre se propageait silencieusement à l'étranger depuis la Chine continentale. Ce fut une agréable surprise pour ceux qui aimaient réfléchir profondément et attentivement à ces questions. Mes parents ont demandé à mes beaux-parents de m'apporter un livre quand ils sont venus nous rendre visite aux États-Unis. Au début du livre, il y avait une introduction intitulée « À propos de Dafa ». J'ai ressenti de l'enthousiasme après l'avoir lu. J'ai ressenti un choc dans tout mon corps. J'ai réalisé que c'était quelque chose de grand et d'important. Mais ma compréhension était limitée à l'époque. C'était comme quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Monsieur Li Hongzhi a été invité à enseigner à l'étranger peu après avoir donné son dernier atelier à Guangzhou. Le bureau culturel de l'ambassade de Chine en France était situé dans une rue tranquille au cœur de Paris. Le 13 mars 1995, l'ambassade a invité M. Li Hongzhi à y tenir son premier stage de Falun Gong à l'étranger. La majorité des participants étaient des membres et du personnel de l'ambassade. Ils étaient heureux et respectueux envers Maître Li. L'ambassadeur a invité Maître Li à dîner après le stage. Lorsque le stage en France était sur le point de se terminer, M. Li a reçu une invitation de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Au cours de l'été 1994, j'ai pris l'avion de Pékin à Jinan pour assister pour la première fois à un stage de Falun Gong. C'était pendant mes vacances. L'enseignement de Maître Li était ce que j'avais cherché pendant de nombreuses années. J'ai rapidement commencé à pratiquer. À l'époque, j'avais un sentiment fort. Je pensais qu'une si bonne pratique... Beaucoup de Suédois sont des personnes particulièrement bonnes et gentilles. Je me suis donc dit que les gens à l'extérieur de la Chine devraient... On ne devrait pas être restreint dans la cultivation à cause de sa nationalité. Les gens en dehors de Chine devraient également pouvoir profiter de la pratique. Plus tard, quand j'ai entendu que Maître Li était arrivé à Paris, mon mari y est allé pour l'accompagner en Suède. Étant donné le court délai et le fait que très peu de gens connaissaient le Qigong ici, je n'étais pas sûre de bien traduire et de combien de personnes viendraient. En Chine, beaucoup de gens viendraient pour assister au stage de Maître Li, même avec un préavis court. Au téléphone, Maître Li a dit « Ne sois pas trop tendu, passe une bonne nuit, pas de problème. Je viendrai même si une seule personne veut vraiment t'apprendre. Tu devrais te reposer. » À ma grande surprise, beaucoup de gens sont venus pour assister au stage. Tous étaient des Occidentaux. En Suède, à Göteborg, l'atelier de Falun Gong de 7 jours a été organisé en utilisant un interprète et des gestes. J'ai ressenti cette compassion, j'ai ressenti cette chaleur en moi et j'ai senti que je n'avais pas de mauvaises pensées dans mon esprit. Et je me suis senti très difficile à dire. C'est difficile à exprimer avec des mots en fait, mais j'avais chaud au cœur. Je me sentais très bien, très à l'aise et détendu. C'est comme ça que ça devrait être. Ce bâtiment tout simple est l'endroit où M. Li Hongzhi a organisé le stage de Falun Gong en Suède. À la fin du stage de 7 jours, M. Li Hongzhi et tous les élèves ont pris une photo de groupe inoubliable.
En octobre 1996, M. Lee Han-je est allé en Amérique du Nord. Cela a marqué la fin des stages de Falun Gong proposés par M. Lee Han-je en Chine et dans le monde entier depuis mai 1992. Le 12 octobre, au Centre culturel et éducatif chinois de Houston, au Texas, le conseil municipal a décerné à M. Lee Han-je le titre de citoyen d'honneur et d'ambassadeur de bonne volonté et a proclamé ce jour journée de Lee Han-je. Monsieur Lee Han-je a présenté la nouvelle traduction de l'édition anglaise du Zhuan Falun aux maires et conseillers municipaux. Dans ses derniers enseignements, Monsieur Lee Han-je a dit aux pratiquants qu'il avait condensé tout ce qu'il pouvait leur offrir dans le livre Zhuan Falun. Pour un véritable pratiquant, ce livre peut guider sa cultivation et ses progrès. Rapidement, les paroles de M. Lee Han-je ont été vérifiées concrètement par de vrais pratiquants. Il y avait un garçon de 8 ans. Toute sa vie, il avait été battu par sa mère abusive, battu très sévèrement. Et il avait des brûlures de cigarettes sur tout le corps. Et des bleus sur tout le corps. Et la police est venue arrêter cette dame, cette mère, pour maltraitance sur enfant. Pendant l'arrestation, une policière est venue très gentiment, très calmement, pour emmener ce garçon maltraité, loin de sa mère abusive. Et pendant qu'ils emmenaient la mère menottée, et que le garçon était dans les bras de cette femme, il a hurlé et a tendu la main vers sa mère. « Maman, maman !» Il voulait retourner auprès de sa mère. Il voulait retourner auprès de sa mère abusive, qu'il avait battue toute sa vie. Et j'ai compris, quand j'ai entendu cette histoire, que ce garçon était comme moi. Comment toute ma vie, les choses que j'avais mal faites, toute ma vie, et ma colère, et ma luxure, et mon désir, et toutes ces choses qui me faisaient du mal, étaient d'une force si puissante dans ma vie que, même si je voulais faire le bien, cette force me poussait toujours vers le mal. Elle me poussait toujours vers le mal. Et c'est seulement quand j'ai commencé à lire le Falun Gong, et c'est seulement quand j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong et à lire le Zhuan Falun que j'ai réalisé à quel point je manquais de self-control. En moins d'un mois, j'ai pu sentir une énorme différence. Chaque fois que mon esprit se dirigeait vers une pensée grossière ou une pensée de luxure, tout de suite, le Falun Gong venait dans ma tête, comme un principe qui me venait à l'esprit. Et je me demandais, c'est bien ou c'est mal? Ça, c'est mal. Et même si mon cœur et mon corps voulaient le faire, je sentais le pouvoir de ce livre. Je le sentais m'emmener dans une autre direction. Je le sentais m'emmener vers ce qui était juste et bon. C'était incroyable. C'était totalement incroyable. La pratique du Falun Gong m'a non seulement changé au niveau du corps, mais aussi le caractère, Xing Xing. Dans le passé, j'avais des lacunes évidentes. Quand je participais à des tournois, j'avais tendance à avoir des conflits avec beaucoup de gens. Le directeur adjoint du comité du tournoi, le représentant du comité national des sports ou d'autres équipes. J'insultais les gens et je lançais des objets au centre de compétition ou sur le site d'entraînement. J'insultais les joueurs et je les frappais. Ces choses sont souvent arrivées. Maintenant, ils pouvaient voir les changements. Ils ont dit que j'avais complètement changé, pas seulement d'apparence, mais toute ma personne. Ils ont dit que j'étais devenu très gentil et prévenant envers les autres lorsque j'interagissais avec les gens. Une conférence de partage est une caractéristique propre au Falun Gong. Les pratiquants l'appellent conférence de Fa ou Fa Hui.
Lors d'un Farwi, il y a aussi bien des personnes âgées qui étaient infirmes mais qui ont miraculeusement recouvré la santé après avoir commencé la pratique du Falun Dafa que des scientifiques et des techniciens qui ont acquis une compréhension plus large et plus profonde dans leur domaine. Les cadres et les fonctionnaires ici sont intègres, les hommes d'affaires sont honnêtes, les familles deviennent plus harmonieuses, les gens ont changé leurs habitudes. Chaque pratiquant est sincèrement reconnaissant envers le maître et le Falun Dafa pour lui avoir donné une nouvelle vie. Les changements fondamentaux chez les pratiquants ont donné aux gens une compréhension plus profonde de l'enseignement du Falun Dafa. Cela a gagné leur confiance. Monsieur Li Hongzhi a fait cette promesse solennelle avant de commencer son enseignement. De nombreux élèves m'ont dit: Professeur, après avoir écouté vos cours, même ma vision du monde a changé. C'est ce qui se passe au milieu de cette puissante marée, de cet immense courant de nos jours. Les gens prennent ce qui est erroné pour correct, ce qui est mauvais comme bon, et ce qui est malveillant comme bienveillant. C'est même devenu des conceptions. Quand tout le monde est si attaché à courir après ces choses, dans cette sorte de courant, et tout d'un coup j'enseigne quelque chose qui est totalement différent de vos idées, le but est de vous permettre, dans une période historique comme celle-ci, et dans un environnement comme celui-ci où l'esprit humain est si compliqué, d'obtenir un fa juste, d'être capable de vous élever réellement et de vous cultiver réellement. Même si tu ne cultives ni ne pratiques une fois ce stage terminé, tu peux aussi être une bonne personne. Je suis sûr que ce sera le cas. La bonne santé et la paix intérieure remplacent la confusion sur la vie et les comportements négatifs. Certains pratiquants disent qu'ils ressentent de la clarté après avoir appris le Falun Dafa. De plus en plus de personnes disent qu'ils ont finalement trouvé une véritable terre pure. Vous avez en général des gens malfaisants, appelons-les comme ça, qui s'appuient sur des gens de qualité. C'est-à-dire qu'hélas, ceux qui sont quand même des élites sont obligés d'obéir à des gens malfaisants. C'est ça le drame. Le vote, c'est fait pour empêcher que ça soit le meilleur. Parce que dès qu'il y a vote, il y a trucage. Et c'est pour ça que la démocratie athénienne n'avait pas de vote. J'ai présenté tout à l'heure l'idéal démocratique, soi-disant, il y avait marqué les élections. Justement, l'idéal démocratique, c'est quand il n'y a pas d'élection. Comment le peuple peut retrouver le pouvoir? Parce que je fais un exemple, la réforme des retraites est quand même passée par la force, par 49.3. C'est-à-dire même le peuple, si ils s'expriment leur mécontentement, leur désaccord, ça passe quand même par la force. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'était avant la Révolution. C'est-à-dire que les peuples, si on parle de peuple au sens... Révolution de 89, avant 1789. Parce que ça paraît fou. Mais quand vous regardez la France, il y avait des peuples avant. Maintenant, il y a plus... D'ailleurs, tout est français, il n'y a plus de distinction. Parce qu'on était français de par le roi, autrefois. C'est-à-dire qu'on était franco-breton, franco-civre. C'est pour ça qu'on peut dire franco-martiniquais. C'est-à-dire qu'il y avait des peuples qui avaient un territoire, et leur lien, c'était le roi, la religion, etc. Mais ils restaient eux-mêmes. Ils n'étaient pas obligés de se mélanger. Bon. Et donc les peuples, quand vous dites le peuple, il n'existe pas le peuple. Le peuple, écoutez, j'ai connu quelqu'un qui faisait la traite des esclaves.
il me disait, mais j'ai pas de problème. Je vais dans la tribu, je prends les personnes, personne ne me dit rien. Le peuple qui n'a plus de chef n'est plus un peuple. Bon, le peuple, c'est un organisme. C'est-à-dire, c'est comme une famille. Si vous tuez les parents, les enfants, vous en faites ce que vous voulez. Donc, la grande question, c'est qu'il faut un corps d'élite. C'est-à-dire que si les élites, c'est-à-dire celles qui sont reconnues, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs, c'était la définition du XIIe siècle. Élite, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. C'est pas un vote. Et dans une famille, dans un village, dans une ville, on sait quels sont les meilleurs médecins, etc. Mais il n'y a pas de vote. Le vote, c'est fait pour empêcher que ça soit le meilleur. Parce que dès qu'il y a vote, il y a trucage. Et c'est pour ça que la démocratie athénienne n'avait pas de vote. J'ai présenté tout à l'heure l'idéal démocratique, soi-disant, il y avait marqué les élections. Justement, l'idéal démocratique, c'est quand il n'y a pas d'élection. Ce qui fait l'authentique démocratie. C'est comme le roi, vous voulez dire. Le roi, en chinois, on dit c'est le fils de ciel. Mais voilà. mais ici aussi, c'est pareil. Louis XIV, c'est le fils du ciel, puisque c'est la naissance du ciel. Donc, alors ceci dit, le corps politique, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais le corps politique, il est à tous les niveaux. Le premier degré politique, c'est la famille, avec le père qui représente le chef, mais on sait que c'est en général la femme qui décide. C'est évident, cette idée absurde, c'est-à-dire que il représentait l'autorité. Si je voulais faire un jeu de mots, l'homme représente l'autorité, mais la femme le pouvoir. Enfin, dans une situation normale, c'est pas vous qui me direz l'inverse. C'est pas bon. Dans les familles, c'est quand même l'amour qui dominait. Et l'amour, ça transcende tout. Donc c'est pas une question de pouvoir. C'est pas comme ça que ça va. Mais il y avait des cellules de pouvoir qui étaient cooptées. C'est-à-dire que quand vous parachutez dans la jungle, 100 personnes. Vous les parachutez tous pareil. Vous revenez un an après, il y a une pyramide. C'est-à-dire qu'il y en a un qui chasse mieux. Bah, celui-là, il va être le chef des chasseurs. Et puis il y en a un autre qui construit mieux. Donc il y a tout de suite, c'est comme un corps, la division cellulaire. C'est pour ça que je dis que l'idéal politique, il est organique. C'est ça se crée, ça se fait, et c'est comme une forêt. La forêt, il faut 1000 ans pour faire une forêt. Pourquoi? Parce que il y a une alchimie, il y a des gros arbres, il y a de la mousse, il y a des animaux, et après c'est merveilleux, mais c'est naturel. Tandis que quand vous plantez tous les arbres pareils, c'est pas une forêt, c'est une plantation. Bon, et donc le peuple, il ne peut pas agir. Il y a une phrase dans les évangiles, frappez le berger et le troupeau se disperse. Comme les élites, les vraies, soit elles ont été éliminées, soit elles ne croient plus à rien, puisque pour avoir une autorité, je l'ai dit, article 3 de l'homme, il faut être élu. Donc ceux qui ont une autorité naturelle, ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils n'existent pas dans ce système. C'est-à-dire les élites actuelles, les dirigeants actuels en France. Voilà, très bien. Vous avez dit dirigeants, ce ne sont pas des élites. Ne sont pas des élites, des vraies élites. C'est le contraire des élites. Alors, ceci dit, si vous rentrez dans le détail, vous avez en général des gens malfaisants, appelons-les comme ça, qui s'appuient sur des gens de qualité. C'est-à-dire qu'hélas, ceux qui sont quand même des élites sont obligés d'obéir à des gens malfaisants. C'est ça le drame. Mais ils ne peuvent plus prendre la tête. Mais pourquoi ils ont réussi ? Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais pourquoi ils le formuler ? Pourquoi ils ont réussi, c'est-à-dire c'est eux qui dirigent. Alors, c'est ce que j'ai eu un temps limité. C'est qu'il faut prendre les choses dans la chronologie. La France, le premier royaume au monde, encore admiré du monde entier lorsqu'il n'y est plus. On voit ses monuments, sa cuisine, par exemple les rapports entre les hommes et les femmes. C'est extraordinaire. La garantie, maintenant, vous vous rendez compte, vous avez vu ce qui se passe actuellement ? Ils ne se parlent plus, les violences, etc. Avant, il y avait la galanterie, il y avait la courtoisie. Il n'y avait pas le sexe partout, le truc, la folie. Il n'y avait pas... Bon. Et donc, c'est la révolution. C'est-à-dire que quand vous changez les symboles d'un peuple, ben vous les dominez. C'est-à-dire que... Quel est le symbole je vous dis, le bonnet phrygien, qui représente liberté, égalité, fraternité. Je prends le mariage, par exemple. Bon. Le mariage, il n'y a pas de chose plus simple à comprendre que pour avoir des enfants, il faut un homme et une femme. Ça s'est toujours fait comme ça. Bon, maintenant, il y a la science, la technique qui peut le faire. Donc, personne n'a jamais nié qu'un mariage, c'était un homme et une femme. Personne. Et tout à coup, vous avez ceux qui sont au pouvoir qui disent maintenant, alors, avec des ruses habilement, des manches, etc., qui disent à un moment donné, écoutez, il faut ouvrir le mariage aux personnes du même sexe. Vous vous rendez compte, la subtilité, on va ouvrir. C'est comme si on disait, j'ouvre la vérité au mensonge. Il y a une définition, mais on ouvre à quelque chose qui n'a rien à voir. Bon, parce qu'évidemment, il y a des arrière-pensées derrière. Mais là, la question, c'est qu'une chose aussi absurde, aussi contraire à la vérité, aussi contraire à la biologie,
aussi contraire à la science, aussi contraire à la science. C'est passé, les gens étaient dans la rue, je prends le peuple était là, parce que personne n'en veut. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été impuissants? Parce qu'à la Chambre, il y a un trucage, avec des gens qui d'ailleurs sont complètement dominés, mais qui ne savaient pas quoi répondre. Parce qu'on leur dit égalité. Le nouveau Dieu, c'est égalité. Et en face, personne ne peut rien dire, parce que tous ces symboles ont été sacralisés à la Révolution. Liberté, égalité, fraternité ou la guillotine. Et donc, petit à petit, le peuple a été domestiqué, parce que même avec les restaurations qu'il y a eu, parce que la République, la vraie, la Troisième République, quand je suis né, elle avait mon âge maintenant. C'est très récent, la République. Il y a 15 siècles de royauté qui ont tenu, et maintenant on est là depuis très peu de temps, il y a quasiment 15 siècles. Mais ils ont eu justement, comme je l'ai dit, il y a le langage démocratique au-dessus, mais par au-dessous, il y a l'art royal qui manipule tous les symboles et qui empêche la liberté de s'exprimer. Et donc le peuple n'a pas de chef. Et une armée sans chef, c'est pas une armée. Donc les élites, elles ne se manifestent plus. Ceux qui pourraient être des élites sont passés dans le camp de l'ennemi. Je vous rappelle par exemple que pendant la révolution russe, je ne sais pas comment c'était en Chine, eh bien vous avez des Russes blancs qui ont changé de camp. Mais pendant la révolution chinoise, en tout cas pendant les 10 ans de révolution, c'est 66 et 76, tous les élites, vraies élites des intellectuels sont tous massacrés. C'est la première cible, parce que c'est ça qui peut détruire la racine culturelle. Comme ça, il peut couper le lien avec le... Vous avez tout compris, c'est toujours le même phénomène, mais je vous rappelle que la révolution culturelle, c'est le communisme. C'est ça. Je vous rappelle que le communisme est une invention qu'on pourrait appeler européenne, mais en tout cas, le communisme, ça vient de la révolution dite française. Vous avez le Solzhenitsyn qui a dit que le totalitarisme, toutes ces choses-là sont parties de France, mais de France, importée par les Anglais quand même. C'est pas une fabrication française, mais ça a été expérimenté en France. Et si vous prenez les rites maçonniques, vous verrez qu'il y a des rites terrifiants. Et lorsqu'il y a eu la révolution d'octobre en Russie, c'était au nom de la Marseillaise. Et les gens ne savent pas que la Marseillaise, c'est le chant des bagnards. Parce qu'on se demande pourquoi ce chant de la Marseillaise est venu. Parce que ce sont les bagnards. Donc si vous voulez, c'est un fleuve de boue, de sang, d'abominables mensonges dont nous pâtissons et dont vous avez souffert, évidemment. Parce que, de même que je disais que le FLN ne peut vivre que par la haine et par un langage qu'il a appris en France, le nationalisme, en Chine, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le communisme, et le communisme vient, dans sa manière de penser, de ce qui a été fait en France, et tout ça, ça vient des révolutions anglaises. Donc c'est là, et donc ça n'a rien de chinois. Et donc, mais il fallait détruire les véritables élites, comme vous l'avez dit. La première chose, c'est la guillotine, c'est la terreur. Et puis après, une fois que, je réponds à votre question, mais vous y avez répondu, une fois qu'on a coupé les têtes des élites, le peuple, il n'a pas le savoir, il n'a pas l'organisation, il peut rien faire. Il est complètement dominé. Tout à fait. Aussi la moralité s'est dégradée parce qu'il n'y a plus de croyances, il n'y a plus de... Il n'y a plus de verticalité. Donc une fois, parce que ce qui élève l'homme, c'est quand même la foi. C'est ça. Bon, une fois que vous avez fermé la porte vers le ciel, vous êtes ramené à la bestialité. Justement, dans le système idéal politique, retrouver la foi, retrouver l'esprit, c'est essentiel, n'est-ce pas? C'est la base de tout, parce qu'on l'a vu avec j'ai montré l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire que ce qui relie tout le monde, c'est la foi commune. Que vous soyez riche, pauvre ou un autre, quand vous avez la même foi, eh bien finalement, vous êtes porté, et puis ça devient un idéal politique. C'est l'idéal, c'est pour ça que je parle d'idéal théologico-politique, ça va ensemble. Parce que si le politique est seul, eh bien, il ne respecte rien. Mais quand il sait qu'il a la même foi et qu'il a une transcendance et le ciel au-dessus de sa tête, eh bien, il regarde différemment ceux qui sont au-dessous. Et quel est votre... si vous pouvez résumer, qu'est-ce que c'est, comme notre émission ça s'appelle Esprit français, et est-ce que vous pouvez, selon vous, c'est quoi l'esprit français? Alors, l'esprit français, il faut comprendre les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que l'origine, c'est les Francs. C'est-à-dire ce sont des guerriers. Ces guerriers s'allient avec l'Église, qui avait déjà rassemblé les peuples gallo-romains,
Et ça fait un ensemble avec ce que j'ai appelé les 3 couronnes, la couronne divine, la couronne royale et la couronne des peuples. Et alors, l'esprit français vient des Francs. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas d'esprit français en Bretagne, ou d'esprit français en Provence ou ailleurs, mais justement, c'est l'esprit des rois de France qui ont, on pourrait dire l'esprit français, qui ont créé ce que j'appellerais un chef-d'œuvre, c'est que le roi attire le besoin le roi et la foi dont vous avez parlé, c'est-à-dire que c'est... Je prends l'exemple type, c'est le nôtre que j'ai cité. C'est-à-dire l'esprit français, c'est le nôtre. C'est-à-dire que c'est le service du roi à la gloire de Dieu, on pourrait dire. Et c'est ce qui a donné, historiquement, c'est à travers la langue française. Et la langue française, c'est la langue du roi, je vous rappelle. Donc il y avait les patois, mais au-dessus, il y avait une pyramide avec la recherche de la gloire de Dieu au service du roi. C'est-à-dire que c'était un tout, et ça a créé, c'est un mystère, à partir du patois francien, qui était le patois des rois, on a fait cette merveille qui est la langue française, mais qui a été affinée à la cour. Ça s'est pas fait tout seul, il y avait les salons, ils réfléchissaient, etc. Et ça a donné, de même que la Chine, la Chine, il y a un miracle, je pourrais dire, chinois, c'est que comment ça s'est fait, on le sait par l'histoire, et on voit le résultat. Eh bien, le génie français, c'est le génie de la clarté, c'est le génie de la... On pourrait dire, c'est le génie de la quête de l'excellence dont Versailles est la représentation. C'est la conjonction du beau, du vrai et du bien, sous, je veux dire, le roi soleil, la bienfaisance qui fait croître tous ses talents, et dans la perspective de la gloire de Dieu. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les hommes politiques? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment soulager la souffrance du peuple? Alors moi, je dirais que... Alors, tout dépend de ce qu'on appelle les hommes politiques. Je dirais qu'actuellement, il n'y a plus d'hommes politiques. Je n'en vois pas, hélas. C'est-à-dire qu'il faut que la France... Il faut trouver... disons que je vais être très simple. Actuellement, je l'ai dit, toutes les institutions, tout ce qui est bien en France, ce sont les institutions royales. Les institutions populaires aussi, c'est les coutumes, c'est tout ce qui reste de la France, des fameuses 3 couronnes. Bon, la couronne de Dieu, elle a été décapitée, la couronne du roi a été décapitée, et les peuples aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu ce que personne ne dit, c'est qu'il y a eu la destruction du peuple en France. Et quand j'avais des activités commerciales, je prenais l'annuaire qui était en papier, et il y avait l'histoire de l'endroit où j'étais. Et ça se terminait toujours de la même manière. L'histoire s'arrête avec la Révolution. C'est-à-dire que les élites sont plus sécrétées par la population, mais sont parachutées par eux. Donc, le message aux politiques, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes politiques, il faut créer la nouvelle politique avec des personnes qui disent « moi j'ai une autorité personnelle, je m'engage en politique, je ne suis ni socialiste, ni de droite, ni de gauche, etc. Je veux faire de la politique. » En dehors de l'idéologie. Il faut en finir avec la royale. Il faut détruire tous les symboles de la Révolution. Il faut finir avec les symboles de la Révolution, avec les droits de l'homme, avec la laïcité et avec cette fausse République. J'allais dire, la République est une idée nouvelle en Europe. Il faut recréer le bien commun. Et là, la seule voie qui est ouverte actuellement, parce qu'il y a une formule latine, c'est « Humanus genus vivit possis », le genre humain vit de peu d'hommes. Quand vous prenez l'histoire du monde, tout le monde est respectable, mais il y a peu de personnalités, hommes ou femmes bien entendu, comme on dit, qui ont fait l'histoire. Et il faut qu'il y ait un corps d'élite qui monte. Il ne faut pas beaucoup de monde. Hein. Moi, je pense que ces 2%, c'est énorme. Il faut que ceux qui ont qualité d'élite prennent conscience du fait qu'ils doivent reprendre le flambeau. Donc, la politique est une idée nouvelle. Et ce que je dis, c'est que la seule chance actuellement en France pour s'en sortir, parce qu'on a affaire à des gens très bien organisés qui nous contrôlent de tous les côtés, c'est qu'il faut... Par les présidentielles, il faut créer un mouvement d'enthousiasme qui porte au présidentiel quelqu'un d'honnête. Je n'ai pas dit un génie, quelqu'un d'honnête. Le roi n'était pas forcément un génie, mais c'était l'arbitre. Il était capable de discerner le bon du mauvais. C'était le conseil. C'est lui le bon. Et Louis XIV est l'exemple. Et à partir de ça, il faut reconstruire la pyramide par le haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un président, puisque c'est le président roi pour l'instant 5 ans, qui revitalise les institutions. Je donne un exemple. Quand le président Macron a détruit la santé au nom de Sauver pour tous, il avait dit « ma politique, ma gestion, je la ferai évaluer ». Et effectivement, il faut évaluer la qualité.
Eh bien, j'attendais. Et à qui a-t-il demandé d'évaluer sa politique criminelle? Ça vient de la Chine, hein, cette politique. Au début, ça vient de la Chine. La virus aussi, ça vient de la Chine. Bonjour, votre aveu est intéressant. Mais c'est vrai, mais ça non? vient, mais bon. Mais il a demandé à qui? Il a demandé à un certain Pittet. Bon. Mais Pittet, Didier Pittet, c'est un Suisse qui a inventé, paraît-il, le gel, le fameux gel pour les mains. Mais le président de la République, qui demande qu'on évalue sa politique, quoi qu'il en coûte, à un Suisse qui n'a rien à ça. Or, l'institution qui devait l'évaluer, elle existe, ça s'appelle la Cour des comptes. C'est sa mission. Il n'a pas utilisé. Donc, le gros problème actuellement, c'est qu'il faut remettre d'aplomb toutes les institutions qui existent. On a une police qui sait ce qu'elle fait, on a une économie militaire. Donc on a des gens de qualité, mais le problème, il est régalien. C'est-à-dire que ça soit un roi ou la personnalité qui fait fonction de roi. D'ailleurs, le président Macron a dit, il y a une figure qui manque, c'est la figure du roi. C'est ce qui manque. Donc on n'a qu'une voie, c'est de créer un mouvement, je veux dire, de rejet de ce système criminel, mensonger, etc., de tous ces symboles qui présentent nos ancêtres comme des esclaves. Le bonnet phrygien, c'est le bonnet phrygien qu'il faut décapiter. Hein, bon. Et il faut que quelqu'un renoue avec l'idéal politique, théologico-politique français. Et à partir de ce moment-là, tout peut en marcher. C'est la seule voie. Et pour l'instant, il n'y a personne. Alors, les hommes politiques, je suis fréquent des qu'un, bon, déjà, et je ne vois personne, hélas, parce que quand j'étais revenu en France, dans les années 70, déjà, je le cherchais, celui-là. Voire celle-là, d'ailleurs, puisqu'il faut toujours tout... Et là, le grand drame, c'est qu'il y a un vide d'hommes terrible qui est dû à destruction d'enseignement, destruction des valeurs, toutes les destructions. On a une armée, je vois, dans ce que je vois, ce ne sont pas des militaires, ce sont des fonctionnaires. Ils n'ont aucun esprit guerrier, je ne vais pas donner des noms. Alors, je pense quand même, je ne sais pas si c'est Jeanne d'Arc qu'il faut attendre ou quoi, mais il faut quelqu'un, il n'y a personne. Mais il ne faut pas trop attendre, parce que maintenant, ils s'attaquent, par l'immigration, ils s'attaquent au cœur des choses. Ils s'attaquent au cœur de ce qui fait quand même un peuple. Ben, la peur, il y a le chair, il y a l'esprit, etc. Donc c'est une question, et ils savent très bien ce qu'ils font, c'est-à-dire que par le vieillissement de la population, par la dénatalité, par l'avortement, etc. On voit bien que c'est la haine. On voit bien que c'est la haine. Et d'ailleurs, il y avait un serment de la République à la reine des royautés. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la Révolution, c'est pas l'amour de la France, c'est pas l'amour de l'homme, c'est pas l'amour de la liberté, c'est la haine. Et qui peut avoir une telle haine? C'est forcément l'Angleterre. Et tout ce qu'elle représente par sous la haine, l'Angleterre a toujours détesté la France. Et elle la copie. Quand vous prenez The God Save the Queen, c'est Fac, Savem, Regem, c'est-à-dire que c'est un chant qui a été fait pour Louis XIV quand il était malade, et qui a été traduit en anglais, mais tous les Anglais nous ont pris tous les symboles, toute la cérémonie des sacres qu'on a vue, qui est un sacre simulacre, ça vient de France. Donc c'est la contrefaçon de la France, l'Angleterre. Mais les Français, enfin, admirent maintenant ce qui s'est passé en Angleterre en oubliant que c'est encore une contrefaçon. Donc le problème clé, c'est qu'il faut en finir avec la royale. Il faut que les Français comprennent que c'est pas une démocratie, c'est un art royal maçonnique qui les conduit à la mort et à les faire participer. Donc ça ne peut se passer que par quelques hommes. Et moi j'en appelle à un corps d'élite depuis déjà plus d'1 an. Il faut que les élites se reconnaissent. Quand vous prenez un village en France, ben, qu'est-ce qu'il y a? On a tellement l'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, il y a une église, il y a une place, il y a un marché, il y a une école, il y a quelques maisons de notables, vous avez parfois un moulin, vous avez et puis vous avez un château. Et tout ça, ça marchait ensemble. Mais avant, il y avait des élites, c'est-à-dire que le châtelain, c'est quelqu'un qui maintenait des traditions militaires et autres. Le prêtre, ben, c'était le fonctionnaire. Bon, vous aviez toutes les personnalités, vous aviez des élites de vignerons, des élites, vous aviez tout ça qui était vivant et qui est le produit de l'histoire, on n'a pas décrété. Donc c'est ce symbole, il faut que ceux qui ont l'autorité naturelle, il faut qu'ils reprennent le pouvoir, il faut que les élites reprennent le pouvoir aux élus trafiqués, si je peux dire. Dans la France, vous aviez les valeurs religieuses, les valeurs morales, les valeurs de mots. Bon, maintenant, vous dites, je veux vous commander au nom de la liberté et de l'égalité. Et donc, tant que ces mythes destructeurs, c'est au nom de ces mythes destructeurs que, disons que le mariage, le prétendu mariage, complètement l'absurdistan, a été imposé. Donc, les gens n'osent rien dire. Donc, si vous ne détruisez pas tous ces faux symboles, eh bien, vous ne pouvez pas reprendre le pouvoir. Donc, au programme, il faut décapiter le bonnet phrygien avec toutes ses fausses valeurs.
Et ça, c'est le retour donc aux valeurs qui ont fait la France. Voilà. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Et puis, voilà. Écoutez, on attend le retour de roi, alors. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des personnes qui croient, justement, je ne dirais pas ça, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis royaliste à ce sens-là. Actuellement, ceux qui se disent royalistes croient qu'il faut remettre le roi. Non, c'est le peuple qu'il faut remettre. Plus que le roi. Ils croient que la royauté, c'est tout à coup, il y a un roi qui arrive en carrosse et on est en royauté. Non, c'est tout un organisme qui doit être remis. C'est les 3 couronnes. C'est-à-dire que le roi n'est qu'une couronne, il y a la couronne de Dieu et la couronne des peuples. Et les couronnes, parce que si vous prenez, je l'ai montré tout à l'heure, les armoiries des villes, toutes les villes avaient des blasons. Il y a toute une langue des blasons dans toute l'Europe. Et le blason, c'est le privilège, c'est le droit d'exister soi-même. Donc je veux dire que ce n'est pas le roi tant qui manque. Donc j'attends le retour du peuple, bien entendu, éventuellement, s'il y avait un prétendant. Mais il n'y a pas de prétendant en France non plus. Et en plus, ceux qui seraient prétendants, ils ont tellement l'esprit détruit par les symboles, ils sont tellement imprégnés d'égalité, qu'ils ne sont pas dans cette vision qui est la République idéale du roi Soleil. Donc j'attends le retour du Soleil. Ok, donc on attend le retour du Soleil. Merci beaucoup, Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Merci. Les États-Unis invitent les Américains à reconsidérer leur voyage en Chine. Nous vous résumons les risques cités. Vladimir Poutine s'apprête à participer à une réunion virtuelle avec Xi Jinping. Sa première apparition sur la scène internationale après la mutinerie de Wagner. Des déchets nucléaires chinois déversés dans l'océan. Ils sont 6 fois plus contaminés que ceux traités par la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Quel rôle cela joue-t-il dans la dernière querelle entre Tokyo et Pékin ? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Nous commençons cette émission avec un avertissement de la part du département d'État américain à ses citoyens. Si vous envisagez de vous rendre en Chine, à Hong Kong ou à Macao, vous devriez reconsidérer votre décision. Le département d'État a mis à jour ses conseils aux voyageurs samedi, le jour même de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en Chine. Cette réglementation importante inquiète de nombreux Occidentaux vivant en Chine, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, de journalistes ou d'universitaires. Voici pourquoi. La nouvelle loi chinoise élargit la définition de l'espionnage sans toutefois la définir clairement. Selon cette règle, si une personne transfère des documents, des données ou du matériel lié à la sécurité nationale de la Chine, cette action peut être considérée comme de l'espionnage. Quant aux personnes soupçonnées d'espionnage, les autorités chinoises peuvent leur interdire de quitter le pays. Elles peuvent également fouiller les sacs, les appareils électroniques et les biens des suspects. En raison de l'explication très vague de cette loi, certains craignent que des activités commerciales normales soient considérées comme des actes criminels, par exemple la collecte de données sur le marché par les propriétaires d'entreprises ou les reportages des journalistes. La nouvelle loi a été adoptée après une série de mesures de répression prises par Pékin. La Chine a récemment perquisitionné les bureaux en Chine de 2 sociétés étrangères, Capvision et Mintz. Un autre géant américain du conseil, Bain & Company, a déclaré que la police chinoise avait interrogé le personnel de son bureau de Shanghai. Pékin a également arrêté des dizaines d'étrangers pour espionnage. Ce fut le cas de Michael Spavor, un consultant canadien, de Michael Kovrig, un ancien diplomate canadien, et de Chang Lei, une présentatrice australienne d'un journal télévisé. En mai dernier, la Chine a condamné un citoyen américain de 78 ans à la prison à vie. L'accusation est liée à l'espionnage, mais les autorités chinoises n'ont pas donné de détails. Le président russe doit rencontrer le dirigeant chinois mardi, ainsi que le premier ministre indien. Ce sera la première apparition de Poutine sur la scène internationale après la mutinerie du groupe Wagner. Il y a 2 semaines, ce groupe de mercenaires privés s'est emparé d'installations militaires clés en Russie. Mais un accord a mis fin à l'incident. Wagner s'est retiré et le chef du groupe a été envoyé en Biélorussie. Aujourd'hui, l'incertitude plane quant aux conséquences de cette affaire pour la Russie de Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Lundi, le ministre chinois de la Défense a rencontré son homologue russe. Il s'est engagé à porter les relations militaires à un niveau supérieur. Le sommet virtuel s'inscrira dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il s'agit d'un bloc portant sur la sécurité dirigé par la Chine et la Russie pour contrer l'Occident.
L'Inde est également membre de ce bloc. Son premier ministre, Narendra Modi, s'est rendu à Washington il y a 2 semaines. Les États-Unis ont signé un certain nombre d'accords importants et partagé des technologies sensibles avec l'Inde. Une cérémonie du lever du drapeau a eu lieu à Hong Kong ce week-end. Cette année, elle marque le 26e anniversaire de la rétrocession du territoire de l'autorité britannique à l'autorité chinoise. Rejoint par des représentants et des responsables militaires de Pékin sur scène, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a mis en garde les citoyens de Hong Kong contre les forces visant la Chine, décrivant certaines d'entre elles comme étant tapies à Hong Kong. Nous devons être vigilants et mettre complètement en œuvre la politique « un pays, 2 systèmes ». Il a également promis d'intégrer davantage Hong Kong dans le développement global de la Chine. Nous attirerons des entreprises stratégiques et tirerons parti de l'avantage unique de Hong Kong d'être soutenu par notre mère patrie tout en étant connecté au monde. La Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine le 1er juillet 1997, mais à une condition, la formule « un pays, 2 systèmes ». Cette politique garantit une large autonomie et une indépendance judiciaire que l'on ne retrouve pas en Chine continentale. Les critiques affirment que cette promesse a été détruite depuis lors. La loi de sécurité de Pékin sur Hong Kong en 2020 punit les actes dits de subversion d'une peine d'emprisonnement à vie. Un grand nombre de militants pro-démocratie ont été arrêtés. À Taïwan, les législateurs ont marqué l'anniversaire en dénonçant Pékin pour avoir ouvertement renié l'accord avec la Grande-Bretagne et de transformer, je cite, la perle de l'Orient en un lieu de cauchemar. À l'occasion de l'anniversaire de la prise de contrôle de Hong Kong, le département de la police de la ville a accusé lundi 8 militants basés à l'étranger d'infractions graves. Il s'agit notamment de collusion avec des forces étrangères et d'incitation à la sécession. En outre, une station de radio pro-démocratique de la ville, vieille de près de 20 ans, a fermé ses portes en raison de pressions dangereuses. Voici un point de vue rapproché sur la situation. Nathan Law est l'un des 8 militants nouvellement accusés à Hong Kong. Des avis de recherche ont été émis avec des récompenses de plus de 120 000 $. Les militants sont basés dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Ils sont inculpés en application d'une loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à l'ancienne colonie britannique en 2020. Sous cette loi, 260 personnes ont été arrêtées à Hong Kong et 79 d'entre elles ont été condamnées. Un nouveau coup porté à la liberté de la presse à Hong Kong. La station Citizens Radio a diffusé sa dernière émission vendredi. Entassés dans un petit studio, les animateurs de la station pro-démocratie ont fait leurs adieux à leurs auditeurs. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de suspendre la diffusion après l'émission de ce soir. Le fondateur explique que la fermeture est due à une situation politique dangereuse et au gel de son compte bancaire. La politique de Hong Kong est confrontée à un changement qui ressemble à une falaise. Même si nous invitons des invités à l'émission, ils ne peuvent pas s'exprimer librement car la ligne rouge est partout. Je vous remercie tous pour votre soutien au cours des 18 dernières années. Si le destin le permet, nous nous reverrons. La loi sur la sécurité nationale de Pékin a déjà entraîné la fermeture d'organes similaires dans la ville, notamment le journal Apple Daily et Stand News. Jimmy Pang, animateur à Citizens Radio, a adopté un ton de défi au cours de ce qu'il a appelé une nuit importante dans l'histoire de la radiodiffusion à Hong Kong. Le fait de couper le micro ne signifie pas que nous ne pouvons plus nous exprimer. Les autorités de Hong Kong ont répété à maintes reprises que la liberté des médias était respectée et inscrite dans les lois de la ville. J'ai 67 ans. Je ne sais pas si je pourrais en être témoin. J'espère que les jeunes continueront à s'accrocher à leurs idéaux, qu'il y aura un lendemain. L'armée taïwanaise a démarré la semaine avec des exercices. Les troupes ont effectué des tirs réels sur la côte sud de l'île lundi. Lors d'une simulation visant à repousser une invasion étrangère, des Humvees camouflés de l'armée taïwanaise ont circulé dans la zone. Des missiles anti-chars de fabrication américaine ont été tirés pour détruire des cibles statiques près du littoral. L'exercice de défense doit être similaire à un combat réel, permettant à notre armée d'être confiante et d'avoir la capacité de protéger notre patrie. La ville côtière de Fangshan, située à la pointe sud de l'île, revêt une importance stratégique. Elle donne sur le détroit de Taïwan, la mer de Chine méridionale, l'océan Pacifique et le canal de Bashi. Elle s'avère utile pour surveiller l'activité militaire chinoise et constitue un site d'atterrissage potentiel en cas d'invasion.
Boycott de consommateurs et avertissement diplomatique. Tokyo et Pékin sont au cœur d'un conflit majeur sur le rejet prévu de l'eau traitée de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Mais un nouveau rapport indique que la Chine a déversé ses propres eaux usées radioactives dans l'océan et qu'elles sont 6 fois plus contaminées que celles de la centrale japonaise de Fukushima. Un récent scandale à Shanghai, en Chine, amène les habitants à se demander si l'eau du robinet est vraiment salubre. Voici la suite. La Tokyo Electric Power Company, ou TEPCO, prévoit de rejeter plus d'1 million de tonnes d'eau usée traitée dans la mer, et ce dès cet été. Ce rejet a été décrit comme une solution à la catastrophe nucléaire survenue il y a 12 ans à la centrale de Fukushima Daiichi, à la suite d'un tremblement de terre et d'un tsunami. À l'époque, l'eau utilisée pour refroidir le réacteur endommagé s'était accumulée en grande quantité. Le projet de Tokyo de rejeter l'eau désormais traitée a été critiqué par Pékin au motif qu'il pourrait nuire à l'environnement marin mondial et à la santé publique. Mais TEPCO a déclaré que l'eau ne contenait que des niveaux dilués de tritium, une substance nucléaire radioactive à faible risque. Sa concentration atteint désormais un 40e du niveau autorisé pour l'eau potable au Japon, soit moins de 22 billions de becquerels par an. Outre cela, un nouveau document gouvernemental montre que les émissions de tritium de la Chine étaient beaucoup plus élevées. Sur les 4 centrales nucléaires situées le long de la côte orientale de la Chine, 3 ont rejeté plus de 4 fois plus de tritium que Fukushima en 2020. La centrale ayant les émissions les plus élevées a rejeté 6,5 fois plus de tritium que Fukushima. Les eaux usées industrielles ne sont pas les seules à poser problème en Chine. Certains habitants de Shanghai ont vu de l'eau trouble et d'une teinte rougeâtre s'écouler de leur robinet. Des taches de rouille ont été laissées sur le sol après le rinçage des canalisations. Selon une inspection effectuée par une compagnie des eaux, l'eau domestique de ce quartier résidentiel était acheminée par des tuyaux contre les incendies. Cela signifie que plus de 130 ménages ont pu boire cette eau pendant 8 ans. Contrairement à beaucoup de villes dans le monde, les conduites d'incendie en Chine sont séparées de celles qui desservent les habitations. L'eau qui y circule ne répond pas aux normes d'utilisation domestique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.